Bonne année. Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. L'événement va commencer dans quelques minutes. On laisse encore 4 minutes. On va commencer à 11h05. Le temps que tout le monde arrive, se connecte, etc. Si vous voulez prendre ce temps, on peut prendre le temps de voir un peu la plateforme et de voir les différents éléments qui vont nous permettre d'interagir avec vous aujourd'hui. Donc, vous voyez en bas à droite de votre fenêtre de navigateur, vous avez les participants. Vous avez le bouton sondage dans lequel on va vous envoyer quelques questions, notamment la première là, qui est sur le nombre de recrutements d'étudiants que vous faites par an. Il y a la possibilité à côté, un petit bouton questions qui va vous permettre de poser des questions et sur lesquelles on pourra répondre au fur et à mesure de la conférence ou après la conférence. Et ensuite, le petit onglet de chat où je vois que du monde est en train d'écrire. Super, bonjour à tous, bonjour à toutes. Hop. Ah, je vois qu'on a déjà 8 votes sur le premier sondage. Super. La Guyane est représentée. On va bientôt commencer. Si d'autres personnes veulent remplir le sondage, vous pouvez cliquer sur le petit onglet sondage et puis faire participer au vote. On a pas mal c'est assez bien représenté, le nombre de recrutements par an. On a 30% des personnes qui participent aujourd'hui qui recrutent moins de 200 personnes, 32% plus de 900 personnes, 26% entre 200 et 500 personnes et 11% entre 500 et 900. Bonjour à celles et ceux qui nous rejoignent. On n'a pas encore commencé. On va laisser. Je ne sais pas si Yves, tu as une donnée sur le nombre de personnes qui vont nous rejoindre encore ou pas? Alors, on était à plus de 180 personnes inscrites à ce webinaire. Donc, je pense qu'on est là, on est déjà presque 80 personnes déjà présentes. Je pense qu'on peut commencer. Dans tous les cas, il y aura un replay. Donc, on pourra toujours revoir cette table ronde plus tard. Super, génial. Eh bien, on va commencer. Rebonjour à tous et bonjour à toutes les personnes. Merci aux intervenants et intervenantes qui sont là aujourd'hui pour cette table ronde. Donc, cette table ronde aujourd'hui où on va se concentrer sur comment booster l'acquisition des étudiants. Donc, un sujet qui est clé pour toutes les écoles qui sont représentées ici. On va aborder cette thématique sous un angle de table ronde avec trois sujets particuliers qu'on verra juste alors. Mais avant ça, je vais vous expliquer un peu pourquoi est-ce qu'on a décidé d'aborder ce sujet avec Expérience étudiante aujourd'hui. C'est tout simplement
qu'on se rend compte qu'on sort d'une crise qui a quand même bouleversé l'ensemble des manières de fonctionner, que ça soit dans notre secteur, mais également dans tous les secteurs. Nous, dans notre secteur, ça a bouleversé notre manière d'enseigner, d'apprendre, de communiquer, de travailler avec les étudiants et les étudiantes, mais aussi de travailler au sein des équipes. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que les écoles sont pour la plupart déboussolées parce qu'on rentre dans une incertitude vis-à-vis de cette crise qui s'installe et qui dure et qui n'est plus une crise, mais une nouvelle manière de fonctionner. Et du coup, il y a une énorme réflexion qui est en train de se mettre en place autour des lieux d'apprentissage, autour de l'hybridation notamment, sur cette capacité à vouloir et à pouvoir et à mettre en place ces nouvelles façons d'apprendre à la fois à distance et en présentiel, qui apportent énormément de changements. En termes de statistiques, ce qu'on voit, c'est que si on reprend plus le sujet, notre sujet aujourd'hui, c'est qu'on a 51% des jeunes qui ont découvert leur future école grâce à Internet. Si on met ce chiffre en parallèle d'autres canaux, on voit que 19% découvrent l'école par le bouche à oreille et seulement 11% grâce à Parcoursup. Et ce qu'on voit aussi, c'est que on a 56% des jeunes qui vivent en zone rurale. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même relativement important et qu'on peut mettre en parallèle sur cette notion d'hybridation et cette notion de mise en place de nouvelles méthodes de communication, ou en tout cas d'aller chercher d'autres leviers de communication qu'on va pouvoir voir aujourd'hui. Et aujourd'hui aussi, on voit que 52% des lycéens vont déménager pour suivre leurs études supérieures. Donc ça, c'est quelque chose d'aussi très intéressant en termes de parcours et d'expérience étudiante. Comment est-ce qu'on accueille ces lycéens qui rentrent dans le monde des études supérieures de cette manière-là. Et quand on creuse un peu plus et qu'on va chercher un peu la persona de nos futurs étudiants, on voit que la cible quand même qu'on va aller targeter, elle est entre 17 et 24 ans. Elle passe quand même relativement beaucoup de temps sur Internet, environ 5 heures, et que sur ces 5 heures, il y en a aussi 4 heures par jour sur son téléphone. Donc, c'est quelque chose sur lequel il va falloir aussi réfléchir, et ça nous permet de nous poser certaines questions, et je pense que ça va être des questions qu'on va pouvoir se poser durant cette table ronde. C'est comment est-ce qu'on va aller toucher ces futurs étudiants à travers ces cadeaux qu'on a déjà, mais comment est-ce qu'on va aller optimiser ce qu'on fait pour une expérience qui va être sur le téléphone. On voit aussi qu'ils passent plus de 2 heures par jour sur les réseaux sociaux et qui préfèrent aussi communiquer par le chat. Donc ça, on l'a vu aussi dans une table, enfin pas dans une table ronde, dans un groupe de travail qu'on a fait il y a quelques mois sur la notion de communiquer par chat, notamment par WhatsApp, etc. et qu'on pourra voir. Et ce qu'on voit surtout, c'est que aujourd'hui, plus qu'avant, on est dans l'instantanéité. Il y a une énorme volonté de rentrer dans l'instantanéité. Donc en fait, ce qu'on voit à travers ça, c'est que les jeunes sont quand même demandeurs d'innovation, de nouvelles technologies, mais en même temps, ils ont besoin d'être rassurés. Donc il y a cette dualité qui commence à s'imposer et sur lequel on va pouvoir réfléchir tout au long de cette conférence. Alors sur l'agenda et sur les grandes questions qu'on va pouvoir voir, on va pouvoir voir les grands changements des habitudes des jeunes depuis 2020, depuis cette crise de Covid, l'importance de la donnée dans le parcours application, dans le parcours candidature des jeunes, et ensuite on va se poser la question de comment est-ce qu'on optimise son budget acquisition et comment est-ce qu'on améliore la conversion. Ça, on va pouvoir le voir avec nos intervenants que je vais présenter tout de suite. Ils vont se présenter même. Attends, je change. Je vous invite d'ailleurs Florence, Chloé, Yves et Edouard à vous présenter. On va commencer comme ça. On va peut-être commencer par Florence, puis après Chloé, après Yves et Edouard. Bonjour à tous. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florence Kahn, la fondatrice d'un logiciel de CRM qui s'appelle Oscar Campus et qui est dédié au secteur de l'enseignement supérieur.
Alors, pourquoi faire un CRM dédié à l'enseignement sup? Parce que la problématique n'est pas tout à fait la même que pour une entreprise. Et partant d'une agence de conseil en communication, on avait l'envie de faire un produit vraiment dédié à ce secteur particulier où chaque année, le travail de sourcing recommence et le travail de conversion recommence avec des jeunes qui sont quand même très, très volatiles et qui ne cessent d'évoluer, notamment sur les 2 dernières années. Voilà, donc on s'est rapproché pendant le confinement avec Magma et mon salon étudiant pour créer le collectif Expérience étudiante afin d'avoir un regard sur ces populations jeunes, mieux comprendre les comportements et pouvoir apporter de l'information et des statistiques sur ce public très, très, très volage. Et aujourd'hui, on a invité Chloé Makarov d'Excelia pour qu'elle nous fasse tous ses retours d'expérience et nous explique un petit peu, elle, ce qu'elle observe et puis qu'on confronte un petit peu nos points de vue. Chloé, je te cède la parole pour te présenter. Merci Florence. Donc bonjour à tous. Donc comme ça a été dit, je m'appelle Chloé Makarov. Je travaille au sein d'Excelia, donc depuis maintenant un peu plus de 10 ans, presque 12. Et donc j'ai connu cette école qui s'appelait à l'époque le groupe Subdeco La Rochelle en tant que chargée de promotion. Donc beaucoup de temps sur le terrain avec les lycéens, à les accompagner, à comprendre leurs attentes. J'ai vu l'évolution jusqu'à arriver aujourd'hui à diriger le service marketing, donc un métier qui n'est plus le même. Hein. Je suis beaucoup plus détachée du terrain et davantage évidemment sur le digital. Voilà, donc c'est ce qui m'amène aujourd'hui à venir partager avec vous nos expériences un petit peu de contact avec ces jeunes qui ont quand même pas mal changé. Merci beaucoup Chloé. Bonjour à tous et ravi d'être avec vous ce matin. Donc Yves Perret, je suis le fondateur de Meet Your School. C'est une solution d'acquisition pour permettre de mieux gérer ou engager vos prospects grâce à l'organisation d'événementiels virtuels ou présentiels. Maintenant, on parle beaucoup dans le milieu de l'éducation d'événements hybrides pour justement aller toucher tous les jeunes qui potentiellement sont intéressés par vos établissements, mais qui ne peuvent pas, pour X raisons, vous rencontrer sur des événements physiques. On a pu le voir par rapport à la répartition géographique notamment, où les jeunes sont en zone rurale pour une grande partie. Donc voilà, moi je suis très content d'être avec vous ce matin pour échanger et voir un petit peu cette thématique qui est une thématique très large et sur laquelle on va essayer d'apporter du contenu de qualité pour vous aider. Mais en tout cas, n'hésitez pas sur la partie questions en bas à droite à poser vos questions et comme ça, l'idée c'est que ça soit le plus interactif possible et qu'on puisse y répondre. Alors, soit on y répond dans cet échange en table ronde, soit on pourra y répondre à la fin aussi. On s'est laissé 20 minutes de questions-réponses pour essayer d'être le plus spécifique possible par rapport à vous, votre école. Édouard ? Super, merci Yves pour la transition. Bonjour à tous, je suis Édouard Petit, je suis un des cofondateurs de Magma avec Joris ici présent. Nous, on a monté Magma pour permettre aux écoles de connecter leurs candidats directement avec leurs étudiants dans leur parcours de candidature pour qu'ils puissent s'immerger dans l'expérience de campus qui va les attendre dans les années suivantes et du coup se faire une idée et prendre plus facilement une décision. Donc nous, on déploie des solutions maintenant depuis le début du Covid. On s'est lancé pendant cette période. Et vraiment, l'enjeu, c'est de créer ces liens qui sont forts et qui favorisent la prise de décision de vos candidats durant leur parcours via une solution qui se met en place sur les différents campus. Et pour rajouter un petit mot sur le collectif Expérience étudiante suite à ce qu'a dit Florence tout à l'heure, nous, effectivement, c'est quelque chose qu'on a lancé il y a un peu plus d'un an maintenant. On a produit plusieurs études, plusieurs formats de workshop auxquels certaines personnes ici présentes ont déjà participé. Si ça vous intéresse, pour comprendre un petit peu mieux, nous, l'enjeu, c'est vraiment d'ouvrir un espace de réflexion et de travail sur cette expérience étudiante tout au long de l'année, autour de différents événements, différents moments de prise de parole, pour réfléchir, échanger et travailler ensemble avec vous
tous les acteurs de l'éducation supérieure pour mieux comprendre les enjeux, pour mieux comprendre aussi les besoins de cette cible de jeunes que vous connaissez bien et qui est importante pour vous. Donc, si vous voulez voir les différentes études qu'on a déjà produites, n'hésitez pas à aller sur notre site expérience-étudiante.com et vous pouvez retrouver toutes les publications qu'on enverra aussi par email à la suite de cet événement. Voilà, je vais laisser la parole à Joris qui va animer ce débat aujourd'hui, ces échanges. N'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions dans le chat, à nous les faire passer et puis on répondra, on prendra le temps de faire en sorte que ce soit un petit peu interactif. Voilà. Super, merci Edouard. Yves, je te propose de lancer le deuxième sondage avant de passer à notre première question, les grands changements des habitudes des jeunes depuis 2020. Ce qui va être intéressant dans cette première question, c'est de se demander est-ce que vous trouvez tout le monde, est-ce que vous trouvez que les habitudes des jeunes ont changé dans la manière notamment de chercher une école, mais aussi de communiquer avec vous et également, est-ce qu'il y a des changements après l'inscription? Est-ce que vous notez à travers, Chloé, à travers votre expérience sur Excelia et vous autres, Florence, Edouard et Yves, à travers les échanges que vous avez avec les différentes écoles avec qui vous travaillez, comment est-ce que ça se passe à l'heure actuelle en termes de changement? Effectivement, en tout cas de mon côté, ce que j'observe, c'est qu'il y a des réels changements, mais quand même, ce que je voudrais dire, il y a beaucoup de choses qui ont été dites en introduction et sur lesquelles on peut rebondir. Et d'ailleurs, moi, j'ai vraiment des statistiques qui sont quasiment celles qui ont été citées par Joris. C'est intéressant. Mais quand même, ce qu'on remarque, c'est que c'est pas si radical que ce qu'on pourrait le penser. C'est-à-dire que le parcours de réflexion du jeune, il est quand même sensiblement le même à nouveau que celui qu'il était en 2018-2019, enfin juste avant 2020, juste avant la crise. Il y a quand même des points de contact qui sont à peu près les mêmes, avec un retour au présentiel qui semble une évidence. Maintenant, ce qui est vrai et ce qui a changé, c'est que, en effet, la porte d'entrée est beaucoup plus souvent le site web, que c'était le cas il y a 2 ou 3 ans. Donc là, il y a une habitude qui a vraiment été prise de commencer les recherches par je vais sur le site internet et j'essaie de dégrossir par moi-même avant de passer un coup de fil, avant de demander un rendez-vous, avant d'aller sur un salon. Et donc ça, effectivement, ça nous a poussé à nous poser beaucoup de questions sur notre site web en tout cas. Le site web ne peut plus être un outil informatif uniquement. Il doit être appréhendé un peu comme un échange sur le terrain, comme un échange réel, avec un véritable accompagnement. Il faut qu'on aide les jeunes à dégrossir dès leur première visite sur notre site. Donc, moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup changé. Donc, ça nous a forcément imposé d'être beaucoup plus attentifs à leur navigation sur notre site, à immédiatement leur apporter des éléments de réponse sur des dimensions comme le financement, comme le logement pour ceux qui sont à l'international. Il y a des éléments qui doivent apparaître beaucoup plus tôt qu'avant. Et puis, un besoin d'immédiateté, vraiment, c'est ce qui a été dit par Joris, ils sont dans l'instantané. Donc, forcément, on s'adapte en mettant en place des modules de chat, avec aussi la possibilité d'avoir un module de live chat, donc pour pouvoir prendre la main, parce qu'on a toujours cette dualité. Il faut qu'on puisse leur répondre de façon instantanée, tout le temps, toute la journée. Les horaires se sont vraiment allongés, mais il faut qu'il y ait la possibilité très rapidement de basculer sur un contact humain. Donc voilà, ça nous a imposé de réfléchir à... Il y a 2 ans, nous, on avait un chatbot. Aujourd'hui, on a un chatbot accompagné d'un live chat avec des personnes qui prennent la main dès que c'est nécessaire. Voilà. Donc, il y a déjà ce type de comportement qui est assez différent, puisqu'il y a 2-3 ans, avant la crise, je dirais que ceux qui avaient l'habitude de vraiment dégrossir via les sites web, c'était plutôt des Bac+2, Bac+3. Aujourd'hui, le lycéen a ce même type de comportement. Je ne sais pas si vous partagez, mais...
Alors, de mon côté, j'ai eu des échanges avec certaines écoles qui effectivement confirment tout ça, avec notamment des statistiques qui reviennent comme elles étaient en 2019. Donc, on voit qu'il y a vraiment eu 2 ans de crise et que quelque part, les comportements à nouveau reconvergent vers ce qu'on connaissait, avec effectivement ce besoin d'instantanéité et de rapidité qui passe d'abord par la démat et qui va petit à petit apporter une relation de proximité. Donc voilà, de mon côté, j'ai eu à peu près les mêmes retours. Oui, c'est vraiment un sujet qu'on voit qui est vachement intéressant parce qu'en effet, il y a rien qui remplace le présentiel. Le présentiel est ultra important. Mais par contre, ce qu'on s'est rendu compte, c'est que la crise a vraiment forcé les écoles à, j'ai envie de dire, se rapprocher vraiment de leur cible, en fait, de s'adapter en fait à eux. Parce que on a bien vu en intro que, et c'est des chiffres du ministère de l'Éducation, que 56% des jeunes vivent en zone rurale, donc moins de 25 000 habitants, et sont donc dans l'incapacité, eux, depuis de nombreuses années, à venir rencontrer les écoles en présentiel, que ce soit sur les événements de salons d'orientation dans les grandes villes ou que ce soit même sur les campus des écoles lors des JPO. Cette situation-là, elle était impossible pour ces jeunes avant. Et en fait, la crise a digitalisé en fait les écoles qui aujourd'hui continuent à revenir sur du présentiel et il le faut et c'est très bien. Mais par contre, ont rajouté une brique de virtualisation pour permettre de toucher cette audience qui n'était pas touchée en fait par le passé. Donc maintenant, on parle beaucoup d'hybridation des événements de promotion pour permettre justement de toucher les 2,5 millions d'étudiants ou de lycéens, les 2,5 millions de lycéens que vous essayez de cibler. Et je trouve ça très intéressant parce que on a pu transformer en fait cette crise en une opportunité. Pour tous ces jeunes qui étaient délaissés dans l'orientation, moi je trouve que c'est une bonne chose qu'on puisse aller les chercher chez eux, sans être péjoratif, en campagne, pour essayer de leur donner de l'information qualité en instantané, parce que ces jeunes qui sont loin des centres-villes, eh ben, ils ont quand même accès à Internet, ils ont quand même accès à leur téléphone et ils peuvent échanger avec vous. Et ça, je pense que c'est une très très bonne chose qu'on peut voir, parce que les jeunes, comme on a vu au tout début, ils passent plus de 4 heures par jour sur Internet et sur leur téléphone. Donc, c'est, je crois, fondamentalement un levier à exploiter dans les années qui arrivent pour tout simplement essayer d'engager au mieux des échanges avec votre persona. Et j'ajouterais que effectivement, c'est une autre des habitudes qui ont été prises, c'est qu'aujourd'hui, ils ne le comprendraient pas de ne pas pouvoir avoir accès en même temps qu'une JPO qui se fait en présentiel, une journée porte ouverte, parce que les gens veulent venir en journée porte ouverte, mais ils ne comprennent pas qu'il n'y ait pas la possibilité de suivre cette même journée porte ouverte en digital. Donc effectivement, on est un peu amené à avoir les deux solutions à proposer. J'ai un événement physique où je vais pouvoir rencontrer des personnes, mais si je ne peux pas m'y rendre, ce n'est pas un problème, je vais participer en digital. Donc en effet, on est toujours sur les deux volets. Ah non, c'est très intéressant. C'est ce qu'on voit aussi de notre côté, c'est que il y a une vraie volonté d'utiliser le digital comme un lien de plus en plus relationnel, émotionnel. Je pense que avant cette crise, on utilisait surtout le digital pour être dans une logique transactionnelle, de venir s'informer, de venir récupérer de l'information, de venir postuler, candidater. Maintenant, le lien est important. Je vois dans le chat Marco qui peut nous dire qu'effectivement, mode de communication, créer du lien avec les élèves candidats sur Instagram, sur les réseaux sociaux ou avec les parents. Et finalement, c'est là où on va créer de la relation. Donc effectivement, cette relation, elle se passe en physique principalement, mais elle se passe aussi sur Internet. Et l'enjeu, c'est de maximiser, de multiplier tous ces points de contact pour à la fois finalement offrir cette expérience qu'on connaissait déjà dans les parcours de candidats en vrai, dans la vraie vie, et d'arriver à les digitaliser et ne plus voir finalement les canaux digitaux comme uniquement des moyens de transaction et d'être plus sur des choses, différents canaux qui vont apporter cette partie relationnelle et qui vont nous permettre de voir plus large, d'avoir plus d'audience et de rassembler plus de gens aussi. Donc
c'est assez intéressant de voir comment finalement les choses se répliquent sur Internet, contrairement à, je pense, avant où nos sites web étaient vraiment très transactionnels, de venir chercher de l'information, de télécharger une brochure et d'avancer. Maintenant, on recrée du lien directement avec des chats, avec des mises en relation, avec des échanges élèves-candidats. Les commentaires confirment en tout cas que Instagram, les réseaux sociaux et Internet sont des bons points de contact à utiliser. Et j'ai une question pour vous, Chloé, sur cette part. On a parlé du avant, sur cette prise d'information avec le live chat, etc. Est-ce que ça a aussi modifié des choses dans l'expérience que vous proposez aux étudiants, aux futurs étudiants sur le parcours de candidature et après, lorsqu'ils commencent leur formation à Excelia? Oui, en effet, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'à partir du moment où on recommence à avoir quelques libertés, les candidats veulent venir sur site majoritairement, mais il y a cette habitude qui est prise là encore de dire non, c'est trop compliqué, c'est un peu loin, j'ai des impératifs, et donc d'avoir toujours la possibilité de passer le concours et en présentiel et à distance. Donc ça, c'est vraiment maintenant systématique. On a vraiment systématisé cette possibilité, alors que ce n'était pas le cas avant. En dehors de ça, je dirais que non, il n'y a pas. Moi, j'observe pas de modification majeure. Bon, ce qui est intéressant avec les commentaires que je lis, en effet, il y a des canaux maintenant bien dédiés aux jeunes qui sont pas les mêmes de ceux des parents et ceux des prescripteurs. Mais malgré tout, on est toujours dans cette dualité. Un besoin est d'avoir des contacts, si possible, réels, dans la vraie vie, mais combinés toujours avec un accompagnement sur le digital. Ce qu'on observe aussi quand même sur le processus de candidature, c'est qu'il y a besoin de davantage travailler des tutoriels, par exemple, pour comment je me prépare à mon entretien. Toute cette dimension-là, elle est plus attendue par les jeunes qu'elle ne l'était. Ils souhaitent avoir accès à vraiment des tutoriels de préparation, aussi bien préparation de leur oral pour les étudiants qui sont à distance, pour les étudiants internationaux, c'est un accompagnement sur toutes les démarches, sur toutes les démarches de visa notamment, qui ont été très compliquées depuis 2 ans et qui le sont encore pour certains pays. Donc, au niveau des étudiants internationaux, il y a un besoin d'accompagnement qui est beaucoup plus fort. Pour les étudiants, je dirais, français, France métropolitaine, on observe quand même des comportements assez similaires à ce que c'était par le passé, avec tout simplement une habitude qui est prise de si je peux pas venir me rendre sur place, il faut qu'on me propose des solutions où j'aurai accès aux mêmes choses, mais par le biais du digital. Super, merci Chloé. On a aussi des sujets sur, des questions que je lis de Laura, notamment sur comment bien toucher sa cible sur Instagram. Oui. Et est-ce que faire de l'achat média sur Instagram, donc avec du contenu sponsorisé, c'est la seule manière de se faire voir? Et après, la mise en place de nouveaux canaux. On a Laura qui nous parle de TikTok également, qui a un pouvoir incroyable, mais du coup qui est assez difficile par son format. Je crois que vous avez lancé un TikTok. Ça serait intéressant d'avoir votre retour d'expérience sur ce sujet-là. Oui, alors on a longuement hésité, parce qu'en effet, TikTok, on le sait, il passe, je pense que sur les 4 heures qui passent sur le web, il y en a peut-être 3,5 sur TikTok. Donc, en effet, on s'est vite dit que ça devenait un canal incontournable, mais on a longuement hésité et on a attendu bien 2 ans avant d'oser se lancer, parce que justement, on voit bien que c'est un canal avec un angle de communication qui lui est propre, avec une approche assez décalée, en tout cas assez différente de ceux dont on a l'habitude, notre génération n'étant pas la même. Donc, on a longuement hésité et finalement, je pense que
la méthode qu'on a choisie est plutôt bonne, c'est de laisser faire des étudiants plutôt que vraiment avoir une communication très institutionnelle, un compte Excelia. On a préféré que ça soit le compte des étudiants, des ambassadeurs d'Excelia, et donc des jeunes qui s'adressent aux jeunes. Voilà, je pense que c'est un bon moyen de faire ses débuts, en tout cas sur TikTok, sans avoir peur d'être un peu, comment dire, ridicule, quoi, hein, pour cette cible. C'est pas toujours évident de trouver le bon angle de communication sur ce réseau. Après, pour ce qui est d'Instagram, Instagram est un réseau qu'on connaît quand même un peu mieux, un peu plus facile, qui nous permet des choses un peu plus classiques également. Et oui, nous, en tout cas, ça fait un moment maintenant qu'on est sur Instagram et qu'on fait des publications sponsorisées sur Instagram. Avec, on cherche des contenus on cherche à produire des contenus qui les intéressent, hein, sponsoriser des contenus qualitatifs. Et on observe que ça fonctionne plutôt bien. C'est toujours difficile à mesurer, hein, l'impact des réseaux. Surtout que les statistiques maintenant, si je prends Google Analytics, c'est pas toujours évident à analyser avec les nouvelles politiques de cookies. On peut pas traquer tout le monde et on sait pas toujours ce qui se passe là. Depuis un an, les stats ont quand même pas mal changé, mais on voit qu'aujourd'hui, Instagram commence à drainer vraiment du trafic sur les sites web. Donc, c'est important d'y être, je pense, pour toutes les écoles. Et puis, même TikTok, oui, je crois qu'il faut se lancer peut-être en s'appuyant sur des études. Super, merci beaucoup Chloé. Je vois des questions sur la rémunération des ambassadeurs. C'est peut-être quelque chose qu'on verra dans la troisième partie sur le budget et l'optimisation du budget. Donc si vous avez des questions sur ce sujet-là, on pourra revenir là-dessus. Ce que vous dites sur cette notion de données et d'informations à propos du trafic, etc., c'est une super transition sur notre prochaine question. Yves, je te propose de lancer le nouveau sondage sur la question tout simplement de comment est-ce que vous utilisez, est-ce que vous trouvez que vous utilisez de manière optimale la donnée dans votre relation avec vos prospects, et du coup ça m'amène à vous poser cette question-là à tous les quatre. Pour vous, quelle est l'importance des données dans le parcours de candidature des jeunes? Est-ce que vous avez des exemples qui sont intéressants sur cette question-là, et est-ce que vous notez également des changements sur ces dernières années? Là, c'est pas forcément lié à la crise, quoique c'est peut-être quelque chose qu'on a plus mis en place avec le confinement, etc. Donc voilà, à vous les studios, ou du coup à vous la parole. Je vais commencer. Nous, ce qu'on observe sur notre dimension CRM, c'est qu'on a deux types d'établissements. On a des établissements qui veulent absolument collecter plein de données le plus possible, énormément. L'avantage de ça, c'est vrai que les personnes qui vont faire une demande de documentation alors qu'on leur demande la date de naissance, etc., c'est vraiment des gens qui en veulent, qui sont motivés. Donc, on est dans une approche ultra qualitative. À côté de ça, on voit des établissements qui demandent mail, code postal, et puis voilà, ça leur suffit. Donc là, on est dans une approche ultra quantitative au détriment de la qualité, et derrière, il faut faire beaucoup de ménage. Ces deux approches qui sont différentes, qui sont stratégiques, et c'est un choix à faire au final en fonction de sa problématique et de ce qu'on veut faire. Néanmoins, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'on est dans un funnel où d'abord, on va avoir quelques données qui permettent de traiter un prospect, puis une candidature où là, on va enrichir le socle de données que l'on a pour aller enfin vers une inscription où là aussi, on va enrichir. Donc, pour moi, les bonnes questions à se poser, et c'est ce qu'on voit avec certains établissements, c'est d'avoir vraiment les données utiles pour le traitement du prospect, les données utiles pour le traitement d'une candidature, etc. Et de bien penser enrichissement au fil de l'eau, sans vouloir aller directement dans le too much et dans le trop.
ce qu'on peut observer par moment, ou dans le pas assez, parce que demander qu'une adresse email, c'est vrai qu'on voit après en termes de statistiques sur les actions de com effectuées, que c'est compliqué, que les statistiques sont très basses, et surtout que les équipes qui sont en face sont assez dépitées de passer des appels téléphoniques sur des gens qui ne répondent pas, ou de ne pas pouvoir retrouver leurs petits. Donc c'est là où il faut vraiment réfléchir à ce qu'on veut faire, définir ce tronc commun qui est essentiel pour avoir ce dont on a besoin, mais sans sombrer dans le trop. Voilà, alors peut-être que Chloé va apporter des précisions là-dessus. Oui, moi, je suis tout à fait en phase avec ce qui vient d'être dit. La donnée, on jure plus que par la data, mais faut trouver le bon dosage parce que, en effet, premièrement, collecter de la donnée, il faut savoir pourquoi, à quoi ça va servir derrière, et est-ce qu'on va être capable derrière, en effet, d'exploiter chacune de ces données et de faire des messages différenciés. Enfin, il faut faire attention aussi à la sursegmentation en aval. Donc la donnée, oui, mais la donnée qualitative, pour moi, est quand même essentielle. Donc, toujours se poser la question, récupérer de la donnée, mais quel est mon objectif derrière? Et souvent, on se rend compte que il n'y a pas d'objectif clairement défini. Donc, moi, j'ai tendance à me dire que, en tout cas, c'est la direction qu'on essaie de prendre avec Célia, c'est de surveiller, oui, quelques données. Alors, si on parle vraiment des données clients, donc de nos étudiants, qu'est-ce qu'on va rentrer dans la base de données? En effet, là, on est vraiment sur du très qualitatif. On ne peut pas considérer qu'un email va suffire. Derrière, en effet, on va s'essouffler. On n'arrivera pas à mettre en place des actions efficaces d'accompagnement, qui va satisfaire le futur étudiant. Donc, ça, c'est pas pensable. Et puis après, sur les données qu'on observe, plutôt que à tout prix de vouloir regarder tout ce qui se passe, on définit quelques métriques qui sont incontournables, et c'est là-dessus qu'on s'appuie. Donc oui, je regarde assez souvent l'évolution, oui, des demandes de brochures pour savoir si notre site internet continue de convaincre et de donner envie d'aller un petit peu plus loin, de prendre des informations. Mais on ne va pas passer des heures à analyser absolument tous les clics de nos internautes. Voilà, il faut toujours trouver le bon dosage, que ce soit dans la donnée qui concerne vraiment le futur étudiant ou la donnée comportementale sur les réseaux sociaux et sur les sites web. Il faut trouver un bon dosage et se dire que de toute façon, derrière, c'est l'exploitation quand même qu'on va en faire aussi qui est importante. Et si c'est pour rentrer de la donnée et ne pas en faire grand-chose, il n'y a pas un grand intérêt. Donc moi, je suis plutôt sur, plutôt qualitatif. Ouais, c'est intéressant sur cette partie data, si je peux compléter le point de vue de Chloé. Nous, on travaille particulièrement sur l'aspect relationnel entre les candidats et les étudiants. Nous, ce qu'on voit dans cet océan de data, c'est que côté des jeunes, ils sont de moins en moins enclins à lâcher leur email parce que ce n'est pas forcément des canaux qu'ils utilisent. On voit il y a beaucoup moins de réactivité dans les relations qu'on est capable de créer quand elles sont uniquement gérées par des emails, parce que c'est une temporalité qui est différente, parce que c'est pas forcément les outils qu'ils ont entre les mains tous les jours. Et par contre, ce qui est intéressant, c'est que nous, dans le processus de mise en relation, on vient capter de la data de leurs comptes sociaux personnels. Donc, ça peut être récupérer les comptes Snapchat, Instagram, Messenger. Et nous, on voit que là-dessus, à la fois, il y a une demande de laisser cette donnée pour être recontacté sur ces points de contact-là. On a plus de 62% des gens qui demandent à être mis en relation sur des réseaux sociaux. Donc, c'est assez énorme. Et du coup, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir créer ces points de contact et ces relations de façon un petit peu différente. Et surtout, et nous, on s'appuie sur ces données-là pour créer de la pertinence dans le lien qu'on va pouvoir créer avec les écoles et les candidats. C'est que sur ces réseaux-là, les jeunes laissent beaucoup d'informations, des fois publiques, sur lesquelles on va pouvoir venir récupérer et remonter ces informations pour pouvoir créer des relations intéressantes, mais aussi demain scorer tous ces profils de candidats. Donc nous, on pense que c'est vraiment
Et en tout cas, c'est ce qu'on voit. C'est sur ces choses-là que ça va avoir de l'intérêt parce qu'effectivement, on passe d'une génération de gens qui étaient habitués à avoir des téléphones fixes, à répondre à leur portable, à des gens qui répondent plus forcément au téléphone, qui privilégient plutôt les SMS, les WhatsApp, etc. Et qui sont beaucoup plus actifs et réactifs sur les canaux sociaux. Donc l'enjeu pour nous des prochaines années va être vraiment de comment est-ce qu'on peut exploiter ces données-là et en faire des relations qui ont du sens pour les écoles. Parce qu'on voit bien, c'est pas que les gens ils sont moins engagés, c'est juste qu'ils sont à d'autres endroits. Donc il y a toujours des choses qui peuvent être créées ailleurs. Voilà pour cette petite partie de nous, ce qu'on peut voir de notre côté. Si je dois compléter quelque chose, il y a beaucoup de choses déjà qui ont été dites, mais je suis d'accord avec l'intégralité. Je pense que déjà, comme Chloé l'a dit, ça part déjà d'un objectif. Il faut être clair sur l'objectif qu'on veut se fixer. Et après, il faut avoir aussi les outils. Parce que sans les outils, ça va être compliqué d'héberger toute la donnée. Parce que la donnée brute, c'est-à-dire nom, prénom, adresse email, numéro de téléphone, c'est pas ça qui est super intéressant à avoir. Oui, ça nous permet d'avoir l'interaction, mais c'est pas ça le plus intéressant. Le plus intéressant, ça va être la donnée comportementale, c'est-à-dire l'enrichissement de la donnée comportementale pendant tout le processus d'orientation, de recrutement, d'onboarding, puisque l'onboarding, nous, on part du principe qu'il ne commence pas le jour où il arrive dans l'école, mais il commence à la première prise de contact, à la première visite de votre site Internet. Et ça va être le téléchargement de brochures, ça va être le nombre d'emails qu'il a ouverts, ça va être le nombre de clics qu'il a fait sur l'ensemble de vos informations que vous lui avez envoyées. Et je suis convaincu qu'on ne peut pas avoir pour une école tout le monde dans une même base de données. Il faut absolument segmenter. Et en fait, il faut segmenter vos prospects du moins chaud au plus chaud. Et c'est-à-dire pour vous permettre de focaliser l'intégralité de votre énergie sur ceux qui sont en haut de la pyramide, les plus chauds, ceux qui sont les plus qui ont eu le plus d'interactions avec vous. Téléchargement de brochures, visite de site internet, redondance de choses qu'il a pu faire avec vous. Vous rencontrer sur un événement virtuel, vous rencontrer sur un événement physique. Donc tout ça, ça doit être stocké, mais ça ne doit pas être stocké à la mano, ça doit se stocker, j'ai envie de dire, de manière simple et rapide et automatisée. Donc c'est pour ça qu'il faut un bon outil derrière votre structure, parce qu'on sait bien qu'il y a des écoles qui engrangent, pour les plus grosses, ça engrange plus des dizaines et des dizaines de milliers de contacts à l'année. Et donc, il faut que vous soyez en capacité à ce que l'outil vous mette la crème de la crème des personnes à contacter. Parce que l'objectif, c'est que l'outil vous identifie grâce à des workflows sur cette base de données-là, les bons prospects à pourquoi pas appeler. C'est-à-dire identifier les top 5% des personnes qu'on envoie vers les commerciaux, l'équipe de vente, et leur dire passez un peu de temps avec eux, essayez de les inviter par téléphone, pourquoi pas, à venir faire un café, ou même vous donnez ça à des étudiants sur votre campus qui sont ambassadeurs et qui pourraient être en charge de prendre un café avec eux, avec les étudiants, pour essayer d'échanger avec eux. Donc ça, c'est très important parce que je crois qu'on est rentré dans une ère où les outils sont à disposition, vraiment, pour les petites structures. On rigole souvent d'Amazon qui dit que globalement, il sait avant vous ce que vous allez acheter et il l'a déjà entreposé dans l'entrepôt pas très loin de chez vous, juste en attendant que vous commandiez. Eh ben, je pense qu'avec les outils, la base de données, vous devez faire la même chose. C'est-à-dire que sur les dizaines de milliers de contacts que vous avez en base de données, que vous soyez automatiquement, grâce à l'outil que vous avez mis à disposition, et il en existe plein, être en capacité à déjà déterminer les champions, ceux qui vont et ceux qui ont du fort potentiel à intégrer votre école. Donc, tout ça, ça passe par du lead scoring. Et ça, c'est ça qui va vraiment faire la différence pour vous permettre, sur la masse de données, d'identifier simplement et rapidement ceux sur qui vous devez mettre le plus d'énergie à convertir pour vous rejoindre. Voilà à peu près, moi, mon point de vue sur ça. Il y a une notion, Yves, que vous abordez qui est assez intéressante, qui est sur le sujet de l'automatisation.
une fois qu'on rentre potentiellement dans un segment, on va pouvoir automatiser des choses. Et il y a un sujet sur lequel Marco met en valeur dans le chat cette notion que le personnel dédié à l'analyse de la donnée, il doit être très polyvalent. Il doit être en capacité à la fois d'imaginer l'expérience qu'aimerait vivre un étudiant en termes d'information, etc. Et de l'autre côté, il doit être à l'aise avec la donnée et être à l'aise avec jouer sur cette donnée pour la segmenter, pour pouvoir créer des parcours automatisés, etc. Ça, c'est quelque chose qui est pas facile. Est-ce que Chloé, dans votre équipe, vous avez mis en place des formations ou un moment particulier pour pouvoir créer justement ces automatisations pour à la fois aussi vous faire gagner du temps? Parce que je pense que quand on parle automatisation, on se dit, ça va on va créer un système typiquement sur les séquences d'emails, etc. C'est quelque chose de bien, mais comment est-ce que vous l'analysez, comment est-ce que vous l'avez mis en place et comment est-ce que vous voyez ces résultats aujourd'hui? Oui, tout à fait. Enfin, on est effectivement obligé de commencer à se former à l'analyse de la donnée. Et comme je disais tout à l'heure, récupérer de la donnée s'il n'y a pas d'objectif derrière. Donc, quand l'objectif c'est d'améliorer nos communications, d'améliorer la conversion, il faut s'y former et il faut savoir ce qu'on va observer. On met en place de plus en plus, en effet, d'automatisation pour gagner du temps, pour dégager du temps pour analyser derrière, puisque si on gagne pas un peu de temps d'un côté, les équipes elles sont pas, on sait ce que c'est, les problématiques de ressources humaines. Donc c'est bien de vouloir analyser de plus en plus de choses, mais pour ça, il faut forcément passer par l'automatisation de certaines tâches qu'on faisait différemment au préalable. Donc oui, moi je pense qu'un outil qui permet de mettre en place justement des scénarios, par exemple, d'email, des chaînes qui vont, on va déclencher à un moment donné, mais qui vont ensuite suivre leur cours et qu'on va prendre le temps d'observer ensuite. Là, c'est là nous qu'on va passer du temps. C'est pas tant pour créer nos mails, etc. Mais c'est plus pour observer ce qui se passe, comment ça réagit, qu'est-ce qu'il faut corriger, est-ce que ça a ouvert, est-ce que ça a cliqué. Donc, il faut absolument des outils qui permettent de plus en plus de l'automatisation. Et pour ça, forcément aussi, il faut former les équipes. Donc oui, et puis la formation, je pense maintenant dans nos métiers, ça va tellement vite au niveau du digital et au niveau de toutes les choses qu'il y a à observer et à intégrer pour faire nos tunnels de conversion, que oui, la formation, c'est incontournable et c'est en permanence. Mais c'est un vrai sujet aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a quelques années, on faisait un plan de com pour tout ce qui était lead gen, mais aujourd'hui, il faut également avoir un plan de com pour comment vais-je transformer ces leads en candidats, comment vais-je gérer mon process de candidature sur tout ce qui est hors Parcoursup pour convaincre de remplir le dossier jusqu'au bout, pour faire venir aux oraux, etc. Et enfin, comment je vais convertir mes admis en inscrits, parce que là aussi, il y a encore une bataille qui se joue. Encore une étape. Mettre en place, voilà. Et il y a des leviers à mettre en place, certaines actions de communication à mettre en place. Laisser un scénario se dérouler, ça me semble être par moment un petit peu un fantasme. On peut avoir par moment des scénarios, des workflows pour automatiser une partie des choses, mais c'est ce qu'on raconte toujours à nos clients. Il faut un point de départ et un point d'arrivée. Et à ce point d'arrivée, être capable de reprendre la main par une action peut-être plus individualisée ou par quelque chose de différent pour amener le contact là où on veut l'amener. On revient toujours à cette histoire d'objectif. Et le vrai sujet aujourd'hui, à mon sens, c'est que dans toute cette stratégie, on n'est plus sur comment je fais mon plan de com, mais comment est-ce que je gère tout le parcours de transformation dans ce funnel avec des étapes claires, nettes et précises, des process qui ont été clairement définis sur des cibles et des segments pour pouvoir les amener. Parce qu'il est évident qu'on ne va pas recruter de la même façon un terminal qu'un Bac+2/3 et on ne va pas s'adresser de la même manière à des jeunes qui veulent faire du tourisme ou à des jeunes qui veulent faire une grande école de commerce. Les discours doivent être adaptés.
Et c'est là, souvent, nous, on voit que ça pêche à ce niveau où on attend du miracle des outils. Yves, tu évoquais tout à l'heure tout ce qui est scoring. Oui, c'est super, mais si on ne sait pas derrière ce qu'on veut en faire, ça va capoter. Et pareil, on peut se dire que la personne qui ne réagit pas à nos mails, à nos envois d'SMS ou aux actions, peut-être que ce n'est pas le bon canal pour s'adresser à ces personnes et que bien qu'elles aient un score bas, il faut peut-être tenter quelque chose de différent sur ces individus puisqu'ils ne sont pas réceptifs aux messages via un email, par exemple. Et aujourd'hui, on le voit, les jeunes sont de moins en moins sensibles aux mails. Donc, pour moi, pourtant, j'édite un logiciel, mais toutes ces fonctionnalités scoring, c'est chouette, mais c'est un petit peu utopique quelque part, parce qu'un gamin qui ne va pas ouvrir mes mails, peut-être que si je le contacte sur WhatsApp ou par téléphone, là, il va être réceptif et en fait, il va trouver que mon école est super et il va avoir envie de venir. Alors que si je n'avais pas pris ce temps pour avoir une action sur un autre canal, je l'aurais perdu. Oui, tout à fait. Je suis d'accord avec toi, Florence. L'idée, c'est de se dire, c'est pas de la magie. Là, on n'est pas en train de dire, c'est un truc, voilà. Il y a derrière tout ça, voilà, derrière tout ça, il y a une vraie réflexion stratégique, une vraie réflexion sur les objectifs, et en fonction de ça, potentiellement, on peut mettre en place des choses. Mais en effet, ça se fait pas en un quart d'heure sur un coin de table, voilà. C'est une vraie stratégie d'une équipe marketing qui va réfléchir là-dessus. Et d'ailleurs, c'était la question de Marco qui disait oui, en effet, il faut avoir du monde. Et ça revient à ce que Chloé a dit, il faut former les équipes, il faut… oui, voilà. puis il faut tester. Il faut tester et se dire, on a le droit de se tromper. Donc, par exemple, on organise une JPO, on va tester une façon d'amener le maximum de personnes à cette JPO. Ça peut fonctionner comme ne pas fonctionner. Donc, il faut en permanence se remettre en question sur les résultats pour voir justement si c'est de la data qui manquait, si c'est de la data qu'on a mal gérée, est-ce que c'est un problème de ciblage? Voilà. Et aujourd'hui, je pense que c'est la principale difficulté de notre monde, c'est qu'il n'y a plus de recettes miracles, mais c'est qu'il faut en permanence se renouveler, en permanence se reposer les questions, parce que le contexte évolue très rapidement, les mentalités évoluent très rapidement aussi, et les attentes ne sont pas toujours les mêmes. Donc, c'est la vraie complexité, je pense, dans une école sur ces 10 dernières années, c'est d'être suffisamment agile pour adapter en permanence ses process et sa réflexion à cette problématique. Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ce qui a beaucoup changé dans nos métiers, c'est que il y a quelques années, on faisait nos plans d'action, je dis n'importe quoi, en juillet, on savait qu'en septembre, on commençait à dérouler. On avait acquisition, on avait fidélisation, ensuite on avait la période de concours et puis ensuite arrivait la période des bilans. Et ça, c'est juste plus possible. On met en place des actions. C'est pour ça qu'on a besoin d'un peu d'aide. On a besoin de quelques outils pour gagner du temps, pour mettre en place des actions. Et nous, avoir suffisamment de temps pour pas avoir la tête trop dans le guidon et pouvoir regarder, observer un peu ce qui se passe, analyser quelques données et corriger et mettre en place le correctif, quoi. Mais d'ailleurs, nous, on a vu également que les écoles qui avaient le plus leur process bien défini, bien carré, avec tous leurs événements bien structurés, leurs newsletters, etc., bien définis à des dates précises, ont pu réagir plus facilement au sujet des confinements que les écoles qui fonctionnent un petit peu au fil de l'eau. Donc, on a eu certains établissements qui ont réagi immédiatement, qui, une semaine après, ça y est, ils étaient déjà en JPO en ligne, là où d'autres ont attendu un petit peu et ont mis plus de temps à se mobiliser. Donc, c'est là aussi où bien maîtriser ces process permet une plus grande agilité et de réorienter la barre en cas de crise ou en cas de problème statistique. Il y a une notion derrière ça qui est intéressante sur la taille de l'équipe aussi et sur les moyens à mettre en face. Je vous propose qu'on passe à la prochaine question sur laquelle on peut faire la transition sur ça, sur cette notion de budget. Yves, si tu veux lancer le dernier petit sondage. Oui, d'ailleurs, n'hésitez pas à répondre au sondage, parce que vous êtes plus de 90 présents sur le live. Il y a un petit onglet sondage en bas à droite. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore répondu, à y répondre. Super, merci Yves. Et pour moi, c'est une vraie question sur son budget acquisition et de manière générale sur son budget, que ce soit en termes de taille d'équipe, quels sont un peu les profils
les profils types d'une équipe, d'une dream team entre guillemets, et derrière, comment est-ce qu'on va aller chercher un budget, comment est-ce qu'on va aller planifier son budget pour améliorer la conversion. Chloé, comment ça se passe au sein d'Excelia sur ces différents sujets? Déjà, ce que je veux dire, c'est que on pourrait, là, en 2 ans, on a vu le nombre de plateformes qui proposent de l'acquisition de leads, entre guillemets, magiques. On a vu ce nombre de plateformes exploser. Donc oui, le budget pourrait être colossal si on essayait d'être présent sur toutes les plateformes, etc. Mais c'est là que je reviens à ce que disait Florence tout à l'heure. Pour moi, vraiment, ce qui compte, c'est d'essayer d'améliorer la transformation à tous les étages, à partir du moment où on a quand même quelqu'un qui a démontré un certain intérêt. Aller à tout prix récolter des leads, oui, ça c'est extrêmement coûteux, mais derrière, souvent c'est des appels qui sonnent dans le vide, c'est des emails qui sont pas ouverts, etc. Alors que si on se concentre sur, comme disait tout à l'heure Yves, un peu nos champions, quoi, déjà on a besoin de moins de budget. Voilà, il faut vraiment recentrer, je pense, recentrer un peu les choses pour pas qu'il y ait trop de dérives, parce que ça serait possible en ce moment. Voilà, donc pour moi, une équipe, une dream team aujourd'hui dans un service marketing, c'est surtout, par exemple, un content manager, donc quelqu'un qui s'occupe vraiment de la production de contenu pour être capable d'alimenter justement la réflexion et d'alimenter cette relation entre donc nos champions et puis nos intégrés, nos futurs étudiants. Donc, une personne qui s'occupe vraiment de la production de contenu aujourd'hui, pour moi, c'est indispensable. Et puis, en effet, quelqu'un qui gère la base de données et qui est garant de la qualité de cette base de données et qui va être capable d'identifier les champions, c'est les 2 postes clés, dans un service marketing. Ok, super. Et sur le sujet ensuite de la partie plutôt budget, est-ce que c'est quelque chose que vous attribuez au niveau annuel, ou au contraire, comme on l'a dit tout à l'heure, sur la partie agilité et cette capacité à s'adapter tout au long de l'année, est-ce que vous avez des poches pour pouvoir justement faire des expérimentations, des tests et ou mettre le paquet sur quelque chose que vous voyez qui fonctionne bien? Oui, de plus en plus, on observe que, il y a quelques années, quand on avait justement ces plans d'action qui étaient quand même très, le découpage, on le connaissait, d'année en année, on faisait à peu près la même chose. Là, on peut absolument plus fonctionner de cette façon. Nos années ne se ressemblent plus du tout. Nos plans de communication n'arrêtent pas de changer. On va mettre l'accent plutôt là, et puis 2 mois plus tard, ça va être plutôt ici. Donc oui, on a une évolution de nos budgets avec en effet des lignes qui sont un petit peu, au départ, alloué à divers. Voilà, on ne sait pas trop, on verra ce qu'on mettra dedans. On sait généralement que ça va être des actions digitales dans un service marketing. Voilà, ça c'est évident. Mais par contre, oui, est-ce que ça va être un peu plus de production de contenu? Est-ce que ça va être peut-être par moment un peu plus de sponsorisation? Est-ce que ça va être par moment un peu plus de d'acquisition de leads? Sait-on jamais? Ça, c'est voilà. Les budgets, quand même, pour moi, là où il y a des gros changements, c'est sur vraiment l'optimisation des sites web, de notre site web, puisque, comme on l'a dit en introduction, c'est pour 50% d'entre eux, c'est la clé d'entrée. Là, c'est le tout premier contact avec une école, donc on est obligé de penser des budgets sites web dès le début de l'année de façon plus conséquente. Et on voit que c'est ce qu'on fait beaucoup évoluer. D'ailleurs, on observe, toutes les écoles font évoluer leur site web plusieurs fois dans l'année, alors que par le passé, c'était il y avait une vraie refonte. Maintenant, il y a des évolutions un peu en permanence. Ok, et sur cette partie-là, c'est assez intéressant aussi de voir que il y a le site web, on acquiert des leads où on fait de la communication pour pouvoir les driver sur le site web. Du coup, on récupère cette donnée dont on a parlé. Comment ça se passe, peut-être, Florence, sur ensuite
quand on a cette donnée-là, comment est-ce qu'on va pouvoir la mettre en place après? Alors, le problème de l'acquisition, c'est qu'en fait, il faut voir les conversions sur plusieurs années derrière. Je m'explique. Toutes les actions de communication qui sont faites, on va avoir un premier point de contact avec les jeunes, donc souvent, comme disait Chloé, le site web. Mais ce qui est intéressant, c'est de savoir comment ils sont venus sur le site web avant. Est-ce que c'est une campagne AdWords qui a généré de leads? Est-ce que c'est une pub sur Insta? Est-ce que c'est du référencement naturel? Donc déjà, il y a ces informations-là que l'on va souhaiter capter. Mais une fois qu'on a un contact qui est dans un logiciel de CRM, on va voir qu'il repasse une multitude de fois via d'autres actions de communication. Donc, par exemple, il a cliqué sur une pub Instagram, il est arrivé sur mon site internet, il a rempli une demande de doc où il est passé par un chatbot ou un live chat. Très bien. Derrière, un mois après, on va s'apercevoir qu'il est repassé par une pub sur Le Figaro étudiant ou le même type de site d'affiliation et qu'il a refait une demande. Et là, on va voir dans l'historique de sa fiche qu'on a énormément de points de contact. Parce qu'en fait, c'est la somme de différentes actions qui va apporter la conversion de ce contact en inscrit in fine. Il va pouvoir passer également par Magma parce qu'à un moment, on va le mettre en relation avec des étudiants actuels pour que le discours vienne de l'étudiant. Et ça va apporter un plus. Il va passer, pourquoi pas, par Meet Your School parce que l'école va organiser un salon en ligne. Et c'est là où c'est très, très difficile de déterminer combien a coûté un inscrit dans une école. Alors, on peut le simplifier. Certains logiciels CRM proposent ça, où ils ne se prennent pas la tête. Ils prennent le premier point de contact et puis, on va dire que les inscrits viennent via ce point de contact. Moi, je trouve que non, ce n'est pas comme ça qu'il faut procéder parce qu'au final, c'est tout le plan de com, toutes les actions qui ont été faites, toute cette richesse-là qui a été apportée par l'équipe de l'école qui a poussé vers cette transformation. Et c'est là où il faut voir la cohérence de ces actions, parce qu'il n'y aura pas un chemin type, toutes les personnes pensent différemment, donc c'est important d'aller les capter via ces différents leviers. Mais ce qui est de plus en plus important aujourd'hui, à mon sens en tout cas, c'est tous ces outils qui ne vont pas faire que de générer des leads, mais qui vont permettre d'aller vers la conversion de ces leads. Récemment, je parlais avec une personne qui propose de la simulation sur la façon d'aller financer une école. Donc super, pour moi, ce n'est pas un outil de génération de leads, mais ça va vraiment être un outil permettant de favoriser la candidature, parce que l'étudiant va pouvoir se projeter sur le financement de son école. Il y a d'autres outils qui permettent également à l'école d'orienter davantage l'étudiant vers un programme de formation ou un autre. Là aussi, pour moi, on va être plus dans des outils qui vont faciliter la transformation. Et aujourd'hui, je trouve que c'est ce qui devient de plus en plus intéressant sur le marché, c'est de se dire, il y a des leviers qui vont nous permettre de générer des leads. Super. Mais derrière, quels vont être les leviers qui vont me permettre de favoriser la conversion de ces leads? Et c'est là qu'on enrichit son plan et qu'on optimise réellement son budget parce qu'au lieu de se dire je veux plein de leads parce que je sais que je vais transformer 8% de ces leads au final en inscrits, machin, donc si je veux plus d'inscrits, il faut que j'investisse plus. C'est plus ça la logique. Ça marchait au début des années 2000 éventuellement, mais maintenant c'est terminé. Il faut se dire, j'ai mes canaux pour mes leads, j'ai mes canaux pour les amener vers les candidatures, avec la JPO qui est un outil absolument formidable, bien évidemment, et j'ai également mes canaux pour favoriser la transformation de mes admis en inscription. Et là, sur cette transformation des admis en inscrits, il y a aussi un gros enjeu dans beaucoup d'écoles, puisqu'on voit des taux de déperdition qui sont phénoménaux. Donc, c'est là qu'il faut se poser ces questions. Et c'est cette alchimie dans les actions qui va favoriser cette conversion. Je vous laisse compléter. Très bien. Merci beaucoup, Florence. On parle d'action et d'enchaînement d'actions. Yves, j'aimerais bien que tu rebondisses par rapport à la question du sondage qu'on a eu sur cette notion d'événements en présentiel et en non présentiel, en virtuel. Est-ce que ça a eu un impact? Est-ce que ça n'a pas d'impact? Comment est-ce que tu vois les choses sur ce sujet-là? C'est quelque chose qui est assez drôle en fait. En effet, pendant la crise, en fait, toutes les écoles étaient très stressées
parce qu'ils avaient leurs propres habitudes, en fait. Ils avaient une habitude qui était de faire beaucoup d'événements physiques, que ça soit dans les grandes villes via les gros organisateurs de salons qu'on connaît tous, l'étudiant ou Studirama, ou même les JPO qui sont super importantes dans les campus. Donc, il y a eu un gros stress parce que les restrictions ont fait qu'on ne pouvait plus organiser ce type d'événement. Mais en fait, maintenant, avec le recul, on se rend compte de quoi? On se rend compte d'une chose assez intéressante, c'est-à-dire que nous, quand on échange avec nos écoles partenaires ou avec les potentielles écoles prospects pour leur proposer justement nos outils de virtualisation d'événements ou d'hybridation d'événements pour justement aller toucher ces jeunes en zone rurale, on se rend compte que quand on leur pose la question de si le fait qu'il n'y ait pas eu d'événement physique a eu un impact, et en fait non, très peu. On se rend compte que la majeure partie des écoles n'ont pas eu d'impact du fait qu'il n'y a pas eu d'événement en physique pendant un certain temps. Alors, on peut nous dire, oui, mais personne n'a eu d'événement physique, etc. Mais c'est d'où l'intérêt, en fait, de se dire que bien avant ça, on remarquait déjà que, et les chiffres sont là, les statistiques sont là, Chloé le dit elle aussi, c'est que plus de la majeure partie des étudiants viennent par Internet, en fait. Et donc, d'où l'intérêt de se poser une vraie question du budget et de l'allocation du budget. Est-ce que ça a du sens d'allouer beaucoup de budget sur des salons en physique? Nous, on a beaucoup de retours avec les écoles sur justement les événements en physique. Oui, le physique, c'est super important. Il n'y aura rien de mieux qu'une poignée de main. Il n'y aura rien de mieux que donner un flyer à un étudiant, à un parent. Voilà, il voit, il y a vraiment quand même une énergie qui est différente. Mais on reste sur vraiment un marché très niche, en fait. Alors que quand on fait du virtuel, on touche beaucoup plus de monde. Oui, il faudra d'autres points de contact, mais l'idée quand même, c'est d'amener justement à la JPO. Donc, nous, on a trouvé que c'était très intéressant et les écoles l'ont compris. Les écoles ont compris et on avait une école qui nous avait dit, un de mes commerciaux m'a fait remonter cette histoire, comme quoi une école a vraiment fait le point, s'est assis, a essayé de retracer un peu l'historique et comme l'a dit Florence, c'est dur de se dire mais d'où vient mon étudiant? Parce qu'en effet, il y a plein de points de contact donc auquel on donne le plus d'importance. Mais il y a quand même, j'ai envie de dire, quelque chose d'intéressant avec la loi de Pareto, c'est de dire qu'on peut voir quand même une tendance où on peut se dire qu'en fait, 20% des actions marketing peuvent ramener une grosse majorité des futurs étudiants. Et cette école nous avait dit qu'en effet, quand il s'était posé pendant cette crise, il s'était rendu compte qu'il faisait une quinzaine de salons à l'année. Et en fait, la majeure partie des inscrits venant des salons venaient que d'un seul salon. Et en fait, ils ont arrêté les autres et ils se sont refocalisés. Ils ont realloué ce budget sur des événements digitaux parce que justement, c'est là où on voit qu'il y a de l'intérêt. C'est là où on voit qu'il y a une niche qui est très grande de jeunes qui sont en zone rurale et qu'on ne peut pas toucher. Donc, c'est vraiment très stratégique de faire ça et ne surtout pas allouer du budget sur des événements en se disant les autres écoles y sont, ça ne va rien me rapporter, mais il faut que j'y sois parce que les autres y sont. Voilà, ce n'est pas très rationnel. Je pense qu'il faut vraiment là aussi rentrer sur la data, rentrer sur les chiffres, rentrer sur les faits et en fonction de là, prendre des vraies décisions rationnelles. Merci Yves. On avait l'exemple tout à l'heure de Marco qui nous partageait l'implication des étudiants sur l'animation des réseaux sociaux de l'école. Est-ce que ce n'est pas une manière aussi d'optimiser son budget acquisition, de trouver d'autres manières de pouvoir impliquer les étudiants? Et ça me fait poser un peu cette question-là à Edouard. C'est quoi aujourd'hui le rôle des étudiants dans la conversion et est-ce qu'il y a un budget? Est-ce qu'il y a une rétribution à imaginer sur ce sujet-là? C'est très intéressant. Nous, ce qu'on voit principalement sur cette logique budgétaire, c'est que je pense qu'on va tous dans la même direction et Chloé le disait très bien, c'est que chaque école est en train de repenser à l'expérience étudiante qu'elle veut proposer. Et donc, on voit un peu une migration des budgets historiquement sur des canaux entre guillemets groupés, où on va être en face et à côté de tous ses concurrents, une genre de marketplace pour récupérer des prospects qui marchent, qui sont des fois des bonnes façons de se faire connaître. Mais comme le disait Yves, il y a des sélections qui vont se faire
pour se repenser à ce qu'on fait chez nous, entre guillemets, dans notre expérience de campus, dans notre expérience d'école. Donc, ça favorise énormément la marque. On voit beaucoup de gens qui ont retravaillé leur marque, le groupe, comment on raconte l'histoire. Et du coup, là-dedans, clairement, les étudiants ont un rôle à jouer parce qu'ils sont les premiers vecteurs de cette marque, puisque c'est eux qui vivent en permanence sur le campus. C'est eux qui vivent cette expérience étudiante qui a été imaginée au préalable. Donc, c'est une bonne façon, finalement, pour eux de se démarquer. Et vous l'avez, on l'a déjà tous vu, et ça se fait depuis des décennies. C'est de faire des JPO, d'inviter les gens à venir nous rencontrer, à venir créer du lien, quelque chose qui est une expérience totalement unique. Là, effectivement, la différence, c'est qu'avant, il fallait avoir un premier canal d'acquisition qui nous avait ramené une potentielle cible pour ensuite potentiellement les inviter. La différence, c'est que comme avec Internet, on peut directement targeter des personnes qui peuvent être intéressées par nos formations, on peut directement se réapproprier ces contenus, faire ses propres campagnes et attirer des gens, soit sur des espaces physiques, ces JPO, soit sur des espaces virtuels, soit sur des espaces de connexion directement avec sa propre communauté d'étudiants. Donc pour répondre à ta question là-dessus, Joris, c'est la question qui était tout à l'heure de qu'est-ce qui se met en place sur les parties pour impliquer les étudiants. Nous, ce qu'on voit, et c'est le parti qu'on a pris chez Magma, c'est de laisser à la discrétion de chaque école le meilleur moyen qu'ils souhaitent pour rétribuer leurs étudiants. Donc l'idée, c'est de s'associer dans une logique de se dire, on va demander à des étudiants leur implication, comment est-ce qu'on va pouvoir les rétribuer? Et nous, on voit des panels assez différents d'incentives, de récompenses, entre guillemets, d'écoles auprès de leur communauté d'ambassadeurs, leur communauté d'étudiants. On va avoir des gens qui sont dans une approche très transactionnelle et qui vont leur dire, voilà, ces actions-là, venir sur des salons, venir vous impliquer pour aider des candidats à s'orienter, à découvrir l'école, on va vous rétribuer par des bons d'achat. Là-dessus, il y a une législation qui est quand même très stricte. J'invite toutes les personnes qui s'intéressent à ces sujets-là à creuser le sujet de la rétribution sur ces leviers-là. C'est très, très encadré. Le parrainage et notamment la rémunération potentielle de vos étudiants est très, très encadrée en France. Donc, je vous invite vraiment à creuser ce sujet. Donc, on connaît bien cette thématique puisqu'on est au cœur de ces sujets-là. Et puis, on va avoir des gens qui, effectivement, vont impliquer les étudiants avec des rétributions autres, qui sont parfois des rétributions groupées, où on va dire, voilà, vous êtes tous impliqués ce mois-ci autour des événements, des enjeux, des accompagnements des candidats. On va mettre en place des événements et des rétributions uniquement pour vous. Donc, on a par exemple des écoles partenaires qui vont organiser des événements spécifiques pour remercier leurs ambassadeurs. Ça peut être faire un repas, ça peut être avoir accès à une conférence et avoir accès à du mentorat par des professionnels. Et on a aussi toute une logique d'école qui prolonge leur expérience d'apprentissage, qui se disent, voilà, nous, on a une école un peu thématique, une école spécialisée. On va cultiver cette différence en proposant des accès exclusifs à du matériel, à des salles de travail, à des gens de notre réseau, à des mises en relation professionnelles pour tous les gens qui sont le plus impliqués. Encore une fois, là-dessus, généralement, ce qu'on explique, on n'a rien inventé, mais c'est une vraie transition de ce qui se faisait déjà un petit peu à la main, qui se digitalise et qui s'automatise et se fait à une échelle un peu plus grande, puisqu'on va réussir à souvent les communautés ambassadeurs à avoir beaucoup plus de monde. Donc c'est clair que c'est un point qu'il ne faut pas négliger dans les parties budget, c'est de se dire si on va impliquer sa communauté étudiante, comment est-ce qu'on va la rémunérer, entre guillemets, comment est-ce qu'on va la récompenser, comment est-ce qu'on va la remercier et de pouvoir l'intégrer en amont pour faciliter cette mise en place par la suite. Super, merci Edouard. On arrive sur la fin de l'exploration de ces trois thématiques. Je vous invite toutes les personnes qui participent à poser vos questions. On va rentrer dans un moment de questions-réponses. Il y avait déjà une première question sur le CRM, l'outil CRM qu'utilise Excelia à l'heure actuelle. Est-ce que Chloé, vous pouvez nous en parler? Mais bien sûr.
Donc, Excelia utilise actuellement l'outil qui s'appelle Oscar Campus. Donc, il semble que... Est-ce que vous entendez Chloé? vous m'entendez? Oui, oui, moi j'entends. Oui. Ok, d'accord. Moi, je dois Super. avoir un petit problème de mon côté. Ok. Je vous laisse continuer, Chloé. Mais je disais simplement qu'on est utilisateur d'Oscar Campus depuis, Florence, Quelques 5 années ans. déjà. Depuis quelques années, oui, depuis de nombreuses années. Voilà, donc un outil qui a vraiment le mérite d'être simple et de permettre de retracer très rapidement justement tous les points de contact. Ça, c'est essentiel. Savoir que notre candidat est passé par une JPO, qu'il a ouvert un mail, qu'il en a ouvert un deuxième, etc. Voilà, ça nous permet d'avoir une vue rapide et simple sur tous les points de contact. Et puis un outil qui est dédié. Comme le disait tout à l'heure Florence en introduction, c'est un outil qui est pensé pour l'enseignement supérieur, donc simple et efficace, et qui nous permet déjà quand même de passer sur pas mal d'automatisation. Alors, peut-être pas encore sur tout ce qu'on voudrait, mais Florence y travaille activement. Mais en tout cas, ça nous a permis déjà d'automatiser pas mal d'actions. Alors, je crois que Joris n'a plus trop de connexion. Merci pour cette réponse. Et du coup, Florence, est-ce que toi, tu as des réponses à apporter à cette partie CRM qui était, j'ai vu que tu avais répondu dans le... Nous, on est là, si jamais certaines écoles veulent des infos, avec grand plaisir, bien évidemment. Après, oui, le but, c'est d'avoir un outil dédié, puisque les écoles, ça ne fonctionne pas comme des entreprises. Et puis, surtout, on accompagne nos clients du mieux qu'on peut. On prend le temps, s'il le faut, toutes les semaines avec le sourire. Et puis, on est là pour répondre à tous les petits tracas, tous les petits embêtements. Monsieur Bareil demande si on peut faire office de RP. Non, c'est deux métiers différents. Le RP est là pour gérer plutôt les étudiants, les bulletins de notes, la scolarité. Nous, on est vraiment axé sur la dimension commerciale, tant recrutement que également les relations entreprises, etc., etc. Voilà. Mais n'hésitez pas à me solliciter pour qu'on cale une démonstration et je vous montrerai ça avec grand plaisir. Il y a une autre question, c'est quel est le chatbot que Excelia utilise? Oui, alors le chatbot que nous utilisons en fait à la base n'est pas un chatbot, enfin c'est pas la solution idéale pour faire du bot, c'est vraiment la solution idéale pour faire du live chat. C'est un outil qui s'appelle Crisp. Que je vous invite à découvrir. Enfin, vraiment c'est un super rapport qualité-prix. Par contre, en effet, comme c'est pas un outil qui est pensé pour faire du bot à la base, il faut quand même avoir une certaine il faut avoir des compétences en interne pour pouvoir créer tout cet arbre de conversation qui n'est pas automatique. Voilà. Mais donc un outil qui est quand même, je pense, très intéressant quand on veut avoir la possibilité d'avoir et du bot et du live chat, ce qui ne nous était pas offert par notre précédente solution de chatbot. Donc voilà, un outil qui s'appelle Crisp. Est-ce qu'il y a d'autres questions? N'hésitez pas à poser des questions. C'est le moment, si jamais vous voulez qu'on approfondisse certains sujets. Il n'y avait pas une question, plutôt une remarque de Kevin tout à l'heure qui parlait du lien avec les étudiants. Parce qu'on a parlé de les impliquer sur les réseaux sociaux, de gérer les réseaux sociaux, etc. Comment ça se passe aujourd'hui, ce lien avec les étudiants au sein d'Excelia? Est-ce qu'il y a une équipe d'ambassadeurs que vous recrutez tous les ans? Est-ce que vous les accompagnez? Est-ce que vous leur proposez des choses? Comment ça se passe?
Oui, tout à fait. C'est une équipe d'ambassadeurs qu'on recrute depuis plusieurs années, évidemment sur la base du volontariat, du bénévolat. Donc, on a une équipe d'ambassadeurs qui sont plutôt recrutés pour aller sur le terrain. Et puis, on va avoir des équipes qui vont, eux, davantage s'impliquer sur justement les réseaux sociaux. Donc, on a une autre équipe qui va gérer, par exemple, plutôt l'animation du compte TikTok. Et puis, on a une équipe de helpers grâce à l'application Magma que vous connaissez. Et donc, ça, c'est encore une fois sur la base du bénévolat, du volontariat, avec toujours pour nous, on a vraiment fait le choix d'un système de récompense. Donc, il n'y a pas de rémunération de toute façon, comme disait Édouard tout à l'heure, c'est extrêmement cadré tout ça. Donc ce sont des récompenses. Et ce qu'on trouve assez étonnant, c'est que finalement, on se rend compte que quand on a des ambassadeurs qui sont, je pense, satisfaits de leur école, de leur vie étudiante et qui donc sont recrutés sur la base du volontariat, étonnamment, parfois, ils viennent même pas réclamer leur récompense, quoi. Ils sont assez reconnaissants de pouvoir justement participer, et ils disent souvent qu'ils ont été, eux, bien renseignés, accompagnés, et qu'ils veulent passer le relais, qu'ils veulent être capables de faire la même chose. Et ça, finalement, ça fait 10 ans qu'on l'observe. Ça n'a pas du tout changé. Il y a 10 ans, on trouvait très facilement des étudiants qui avaient envie de passer le relais et d'être capables de faire part de leur expérience et d'aider, parce que souvent les lycéens, quand on les rencontre, que ce soit en première ou en terminale, ils sont un peu paumés, ils ont du mal à justement à dégrossir, ils sont pas toujours accompagnés comme ils le souhaiteraient dans les établissements, et donc c'est là que les étudiants ont un rôle crucial à jouer. On se rend compte qu'ils le font assez naturellement. Et ça, c'est top, parce que vraiment, ça répond à un besoin d'authenticité de la part de nos futurs candidats. Ils ont besoin d'avoir un discours de plus en plus authentique. Super, merci Chloé. Il y a une question de Nicolas qui demande quelle est la différence entre les helpers et les ambassadeurs. Alors ça, c'est un jargon un peu qui nous est effectivement propre. Les ambassadeurs, finalement, chez nous, sont les étudiants qui vont vraiment s'impliquer, vont aller sur le terrain, vont participer à des salons, vont accueillir des participants à une journée porte ouverte. Et puis, les helpers, c'est le nom qu'on a donné à tous ces jeunes qui acceptent, par le biais de l'application digitale Magma, qui acceptent d'être mis en relation pour donner des petits conseils, accompagner, mais donc qui effectivement peut-être accordent un peu moins de temps. Voilà, on a fait une petite distinction, mais on pourrait totalement les appeler tous des ambassadeurs et avoir les ambassadeurs terrain, les ambassadeurs sur le digital. C'est juste un petit, voilà, c'est un jargon vraiment qui nous est propre, mais on aurait pu faire différemment. Ok, merci. Est-ce que vous avez d'autres questions parmi les participants Ah, il y a une question de Lola qui est intéressante sur les avis en ligne. Est-ce que vous auriez des conseils à ce propos? Les avis online, on peut pas faire, on peut pas les ignorer. Donc, en effet, il faut y être attentif. Il faut essayer tant que faire se peut, justement de demander aux ambassadeurs et à tous les jeunes, tous les parents, etc., qui ont vécu des expériences positives dans nos écoles, d'en faire part. Sur les avis Google, etc. Mais j'avoue que, sincèrement, ça, c'est plutôt géré, nous, par notre service communication, et donc, j'ai pas trop pas trop d'avis sur le sujet. Voilà, on peut pas les ignorer, mais moi, c'est entre guillemets quelque chose que je ne scrute pas en permanence. Alors, il y a des questions sur les récompenses. Après, il y a une question continue encore de Lola sur comment les engager justement à faire des avis, etc. Ouais. Peut-être lié aussi aux récompenses, du coup, de la question suivante de la part de Joran. Oui, tout à fait. Je pense que
les récompenses, il faut les penser avec eux, hein. Nous, ça a été notre façon de faire, c'est-à-dire que quand on a imaginé tout ce système de récompenses, on l'a fait directement avec des étudiants qu'on a impliqués pour savoir, parce que bon, on commence à être un petit peu parfois éloigné de leur âge, de leur mode de fonctionnement, donc pas toujours évident pour nous de se dire qu'est-ce qui va leur faire plaisir. Donc nous, on fonctionne beaucoup comme ça, on implique beaucoup les étudiants dans nos réflexions. Donc, il y a eu vraiment des ateliers de réflexion sur quel type de récompense vous aimeriez trouver. Donc, puisque ça part d'eux, en général, ça rencontre du succès quand ça part d'eux. Donc, moi, je conseille toujours de les engager, au-delà de les engager à témoigner et donner des avis positifs, c'est les engager dans toute la réflexion, dès le départ. Super, merci. On a une question sur… tout à l'heure, on a eu une question sur, qui est un peu liée aux avis aussi, sur le ranking et sur l'importance justement du classement des écoles dans le choix des lycéens. Est-ce que vous trouvez qu'il y a une évolution sur l'importance qu'on donne à ces classements? Oui, de plus en plus. De plus en plus, on remarque que oui, que les classements ne laissent pas indifférents. En effet, ça, c'est un vrai changement, je crois. Il y a quelques années, les classements étaient vraiment déterminants pour tous ceux qui envisageaient de faire une école de management post-bac plus 2. Maintenant, on se rend compte que les post-bac, que les lycéens regardent aussi de plus en plus les classements et les rankings. Oui, c'est une habitude qui est de plus en plus courante. Oui. Très bien, merci. Il y a une question après sur les JPO, sur les inscriptions en JPO qui ne se transforment pas en présence du coup sur ces événements physiques. Est-ce que c'est la même chose côté Excelia? Oui, alors oui, on a vu effectivement une augmentation de ce qu'on appelle les no-shows, mais il y a également une augmentation finalement du nombre de participants qui viennent sans s'être inscrits au préalable. Bon, ce qui fait qu'on retombe à peu près toujours dans nos mêmes volumes de participants, mais c'est vrai qu'il y a une augmentation du nombre d'inscrits qui finalement ne se présentent pas et sans même peut-être avertir ou sans même penser à faire un petit mail ou voilà, informer l'école. Moi, ce que je conseille, c'est toujours de travailler avec des petits rappels, des petites relances. Et puis, nous, comme on a de plus en plus maintenant une hybridation de nos événements avec la possibilité de suivre des conférences digitales, on a tendance maintenant à envoyer le replay de nos événements à nos participants, pour leur permettre quand même d'avoir un aperçu de la journée. Mais à part le petit SMS pour rappeler que l'événement a bien lieu dans 2 jours, je pense qu'il n'y a pas de recette miracle, hein, et que malheureusement, c'est effectivement une tendance de plus en plus, oui, chaque année un peu plus marquée, de ne pas se présenter alors qu'on était inscrit. Mais ça, j'ai pas de solution miracle. Yves, est-ce que vous avez un retour sur ce sujet-là? C'est vrai que il faut. Alors, il y a 2 choses. Il y a, pareil, quand on parle des JPO maintenant, il y a les JPO physiques et il y a les JPO virtuels. Beaucoup d'écoles font de l'hybridation. Il faut en effet, comme le dit Chloé, bien faire attention à la volumétrie qui a augmenté aussi. C'est-à-dire que la volumétrie augmentant, oui, on a plus de prospects. Mais en effet, après, on a peut-être des personnes qui, ce jour-là, ont une indisponibilité et ne viennent pas. Maintenant, la solution pour augmenter ça, c'est en effet mettre en place un système de rappel automatisé à base d'email et de SMS. Le SMS marche très, très bien. Quand on envoie des campagnes d'email, on le sait, on est entre 15 et 25% de taux d'ouverture. Quand on est sur du SMS, on est presque on est sur du 95% de taux d'ouverture. Donc, c'est vrai qu'en termes de rappel, si on doit rappeler un événement, c'est mieux le SMS. Et après, bien sûr, il faut s'adapter et ne pas penser que le virtuel
vu la volumétrie du nombre d'inscrits, soit avec un taux de présence aussi intéressant que sur du présentiel. Et là-dessus, en termes d'hybridation, Chloé, je me permets de revenir sur ce sujet-là. Est-ce que du coup, vous faites une hybridation en continu, c'est-à-dire que à chaque fois que vous faites un événement en présentiel, il y a une partie en ligne. Comment est-ce que vous arrivez à jouer entre ces deux modalités? Oui, nous, on a vraiment systématisé depuis 2 ans. Hein, on systématise, c'est-à-dire une journée porte ouverte en présentiel, puisqu'on en fait énormément parce que c'est demandé et parce que les participants sont nombreux. Donc, c'est bien que le présentiel a vraiment beaucoup d'importance. Mais c'est toujours doublé de la possibilité de suivre. Alors, et forcément, pas la totalité de l'événement. Il y a quand même des choses qui sont plus difficiles en virtuel qu'en présentiel. Mais on a des lives, enfin des conférences sur les formations qui sont en live. On a la possibilité de chatter avec des étudiants, même de se faire des visios avec des ambassadeurs. Donc oui, nous, maintenant, c'est systématique, que ce soit pour nos événements, que ce soit pour nos sessions de concours. On propose toujours la possibilité d'être en présentiel ou à distance. Alors ça nécessite effectivement de multiplier les personnes, les ressources humaines, hein, l'organisation. Il faut encore plus de personnes pour gérer cette organisation. Mais comme je le disais un peu en introduction, s'il y a quelque chose qui a changé dans le comportement aujourd'hui de nos futurs étudiants et même de leurs parents, hein, c'est que c'est de l'acquis. C'est presque de l'acquis finalement. Je peux pas venir à votre porte ouverte. Comment je fais? Voilà, il faut une solution digitale. Super. On a dépassé le temps imparti de 2 minutes. On a déjà pas mal de monde qui a l'air d'être parti manger. Merci à tous en tout cas pour les échanges. Le replay va être disponible directement sur la plateforme, donc vous pourrez retrouver tout ça. Nous, on va aussi travailler de notre côté sur une note de synthèse écrite, comme ça pour ceux qui souhaitent faire partager quelques insights qui seraient tombés pendant cette réunion en interne. Vous aurez un petit support sur lequel vous appuyez. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas encore rejoint le collectif, à vous inscrire. On est en train de préparer la 2e édition de l'étude de l'expérience étudiante dans le parcours candidat pour cette année-là. Donc pour ceux qui voudraient la recevoir, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous pouvez le faire directement sur le site web. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont déjà envoyé un petit email parce qu'il y a la difficulté à recevoir les fichiers. On est en train de simplifier l'accès aux anciens documents, parce que maintenant on a plusieurs productions qui ont été faites, donc ça va changer dans les semaines qui arrivent. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des retours, des feedbacks sur ces événements-là. Et si vous avez des idées où vous souhaitez participer ou engager une initiative sur ces sujets-là, on sera ravis de pouvoir répondre à vos attentes et travailler ensemble sur des nouveaux formats. Voilà. Merci à tous d'avoir participé. Merci Chloé d'être venue, d'avoir ouvert les portes. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci Florence et Yves et Joris d'avoir participé aussi aujourd'hui. Pour ceux qui pensaient voir Anne-Charlotte, elle s'excuse, elle a un empêchement, un petit pépin de santé de dernière minute, et du coup on lui souhaite un bon rétablissement si elle regarde ce live. Anne-Charlotte de DecTech France, voilà. Encore merci, bon appétit pour ceux qui partent manger, bon après-midi à tous, et puis on espère vous revoir très vite. À bientôt. Au revoir, à bientôt. Merci, au revoir, à bientôt.